Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, et on est toujours Fanny. Et Anna. Et aujourd'hui, on vous présente un film qu'on va passer à notre prochain cinéma club, le célèbre cinéma club de All That Jazz que vous connaissez déjà. Il s'agit de Moulin Rouge, le film de Baz Luhrmann, que nous allons vous diffuser le 15 mai, si je dis pas de bêtises, Fanny, je parle sous ton contrôle. Tout à fait. Le 15 mai à 17h, toujours au cinéma L'Archipel. On va pouvoir redécouvrir ce classique, on va dire, du film musical contemporain. Et oui, Moulin Rouge, c'est donc un film américano-australien qui a été coécrit, coproduit et réalisé par l'Australien, justement, Baz Luhrmann, et un film qui est sorti en France en 2001. Film qui a été coécrit avec Craig Pearce, qui est le co-scénariste de la plupart des films de Baz Luhrmann. Alors dis-nous de quoi ça parle, ce film. Alors, c'est un film qui, comme son nom l'indique, a pour cadre le célèbre cabaret Le Moulin Rouge. Un film qui se déroule au début du siècle, au début du XXe siècle, donc à la Belle Époque, dans le quartier de Montmartre, et qui va nous raconter l'histoire d'amour contrarié, bien sûr, entre Christian, un jeune écrivain anglais, joué par Ewan McGregor, et Satine, une courtisane et actrice de cabaret, jouée par Nicole Kidman. C'est un récit qui est raconté sous forme de flashback, donc c'est Christian en fait qui raconte cette histoire tragique, une tragédie donc annoncée dès le début, puisqu'on sait dès l'entrée du film que Satine va mourir. Donc on ne vous spoile pas trop en vous disant ça. Effectivement. Et c'est aussi un film backstage, puisque il est question de monter un spectacle qui va être écrit par Christian et joué par Satine et produit par le duc qui convoite Satine dans un triangle amoureux dont on va vous reparler. Et le film se termine même sur la première du spectacle. Donc je trouve ça assez amusant, cette adaptation des tropes du backstage mélangée avec les codes de la tragédie. Enfin, on va reparler de tout ça dans notre analyse du film. Pour les quelques éléments, on va dire, historiques, on peut pas dire que ça soit un film très accurate, historiquement parlant, mais on peut quand même mentionner que le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, qui est connu pour avoir fréquenté le Moulin Rouge et aussi l'avoir peint, et avoir peint notamment ses danseuses, est un personnage relativement important de l'histoire. Et on peut dire aussi que le personnage de Satine est inspiré de la danseuse de Cancan Jane Avril, qui avait donc été peinte par Toulouse-Lautrec. Alors moi j'étais assez étonnée de voir cette insistance, et notamment dans la bouche de Lautrec, sur ce mouvement donc dit en anglais des Bohemians, donc ce mouvement de la vie bohème, de la bohème. Donc un mouvement qui effectivement est un mouvement associé à la culture française, notamment romantique, mais qui ici, je trouve, est assez, enfin il me semble assez tordu dans un sens américain qui va vraiment le rapprocher d'une sorte d'esthétique circassienne, un petit peu folklorique, assez grimaçante. Enfin, ça ne me semblait pas tout à fait être ça, la bohème telle qu'on l'entend dans la tradition française. Mais peut-être me trompais-je, n'étant pas une spécialiste de cette époque. Ouais, non, je crois que t'as pas tort. Alors c'est sûr que cette notion de vie bohème, elle est totalement associée à la France, en tout cas à la base, hein, du mouvement romantique, comme tu disais, jusqu'à Charles Aznavour avec la célèbre chanson. Elle est notamment associée à Paris et notamment au quartier de Montmartre, mais c'est vrai que là c'est une vision assez fantaisiste avec notamment le début, là, la bande d'amis du héros qui sont tous grimés dans leur appartement avec des gadgets partout. Enfin, c'est un peu bizarre. Et ça donne dès le départ une idée de l'esthétique du film qui va être un peu fourre-tout, on va dire. Ouais, pour moi, il y a quelque chose d'assez proche de Barnum, enfin vraiment de ce côté, spectacle itinérant, qui va rassembler tous les laissés pour compte, enfin, tu vois? Ce côté un peu, effrayant aussi de cette esthétique, circassienne, mais bon, bref. Non, non, Ça me c'est semblait vrai. très américain finalement, si tu veux, comme Oui, oui, idée. par rapport à l'image de la ville de Bohème, où on est plus sur des artistes fauchés qui vivent dans Ouais, c'est ça, des appartements un peu qui fument des clopes et qui où il n'y a pas grand-chose, où ils dorment pas la nuit, ils ont pas d'argent et... Enfin, oui, oui, non, c'est vrai que c'est une espèce de collusion de deux choses qui n'ont rien à voir, mmh, mais c'est un peu la nature du film, hein, ouais. on va pouvoir en reparler abondamment. On peut vous dire rapidement ce que c'est que le Moulin Rouge, en se transformant donc ponctuellement en guide touristique parisien. Donc le Moulin Rouge, c'est un cabaret qui a été fondé à la fin du 19e siècle par Joseph Hollet et Charles Zidler, qui étaient déjà les heureux propriétaires de l'Olympia. Donc c'est un cabaret qui est situé, comme vous le savez sans doute, hein, sur le boulevard Clichy à Paris, dans le 18e arrondissement, juste au pied de la butte Montmartre. Et c'est un lieu célèbre parce que de grandes figures, et notamment des danseuses s'y sont produites, comme Louise Weber, dite, la Goulue, donc qui est justement, peinte par Lautrec,
ou encore la chanteuse Mistinguett. C'est aussi un lieu qui est connu pour avoir attiré des artistes, des écrivains qui s'y rendaient régulièrement. Donc au-delà du seul cabaret, hein, c'est aussi tout un mouvement artistique, toute une troupe, d'artistes qui va être associée à, ce lieu du Moulin Rouge. Et pour la petite anecdote, pour les plus, aventureux d'entre vous, on pourra apparemment bientôt y dormir puisque Airbnb va, mettre en vente, quelques nuitées dans l'hélice, ou j'ai pas bien compris, mais du Moulin Rouge. Donc, soyez aux Ça doit aguets. coûter une blinde. Et figure-toi que, bah, c'est encore un truc, promotionnel de Airbnb, hein, je ne fais que relayer des trucs que je viens de voir sur internet, mais ça va être à la somme symbolique de 1 €, mais il n'y aura que 3 nuits mises en vente, donc inutile de tenir que ça va être un nouveau combat de Fanny contre la machine, mais je pense un combat qui ne se soldera sans doute par un échec et à une saturation des serveurs d'Airbnb. J'avoue, tu nous diras. Alors le Moulin Rouge, évidemment, comme c'est un lieu, emblématique, de Paris et aussi d'un certain Paris, hein, bien sûr, du Paris de la Belle Époque, c'est un lieu qui a inspiré de nombreux auteurs, de nombreux films, puisque, ben, Moulin Rouge de Baz Luhrmann, c'est pas du tout le le 1er film sur le Moulin Rouge, hein. Dès, 1928, on a un film muet britannique qui, a pour cadre et titre Le Moulin Rouge. On peut aussi parler de L'Étoile du Moulin Rouge, un film de 1934 de Sidney Landfield, un film musical de 41, un film musical français d'André Hugon et Yves Mirande, et peut-être, un des plus connus, hein, le film de 52, Moulin Rouge de, John Huston. Oui, c'est un film où on a Zaza Gabor qui joue justement la danseuse Jane Avril et José Ferrer qui joue Toulouse-Lautrec. Et en fait, c'est davantage un biopic de Toulouse-Lautrec. Et French Cancan, bien sûr, en 55, film français de Jean Renoir avec Jean Gabin notamment, se situe également au Moulin Rouge. En fait, c'est un film qui raconte une histoire totalement romancée a priori de la création et de l'ouverture du Moulin Rouge et qui va introduire la célèbre chanson La Complainte de la Butte qu'on entend dans Moulin Rouge, le film dont on parle aujourd'hui, dans une version de Rufus Wainwright. Donc pour revenir au Moulin Rouge de 2001, donc il s'agit du 3e film de ce qu'on a appelé la trilogie du Rideau Rouge de Baz Luhrmann. Donc ces 3 films du réalisateur qui sont liés à l'univers du spectacle. Alors le premier de ces films, c'est Ballroom Dancing, un film de 92 sur l'univers de la danse. Et le deuxième, c'est Roméo plus Juliette, un film de 96 avec, Claire Danes et Leonardo DiCaprio. Alors, petit aparté, hein, peut-être que c'est le moment de sonder le fossé générationnel qui nous sépare, Anna et moi-même. Moi, je sais que Roméo plus Juliette, c'était un des films du collège, tout le monde était absolument dingue de ce film. Moi, évidemment, complètement larguée comme à mon habitude, je l'avais même pas vu, mais c'était le film du moment en 96. Est-ce que toi, tu étais trop petite pour que ce soit le film du moment? Oui, j'étais trop petite, j'avais 8 ans. Après ce film, j'en ai entendu parler quelques années plus tard, et il me semble que je l'ai vu quand même quand j'étais ado, à la télé, ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas eu ce côté film phénomène. Ouais, parce que je sais que Leonardo DiCaprio, c'était vraiment l'idole Hmm. l'idole tout autour de moi, avant Titanic, à cause de Roméo et Juliette, quoi. Bref. Baz Luhrmann réalise ensuite Moulin Rouge, et après la trilogie du Rideau Rouge, il va réaliser Australia, un mélodrame historique avec Nicole Kidman et Hugh Jackman, dont j'ai un souvenir très kitsch, mais ça n'étonnera personne qui connaît Baz Luhrmann. Puis ensuite The Great Gatsby en 2013, qui est une adaptation du roman de Francis Scott Fitzgerald, dans un style très flamboyant avec Léo DiCaprio, encore lui, Carey Mulligan et Tobey Maguire notamment. C'est un film un peu particulier, je suis pas très fan, mais quand même intéressant sur certains aspects, et notamment la musique, qui est de style contemporain en fait, en contraste avec l'époque évidemment où le film se déroule. La musique a une place très importante. Ensuite, en 2016, il réitère dans l'univers qui lui est cher de la musique, puisqu'il crée la série The Get Down pour Netflix. Alors une série musicale donc plutôt réussie, je trouve, sur la naissance du hip-hop dans le Bronx absolument dévasté des années 70. Une série, 11 épisodes, si mon souvenir est bon, que j'avais plutôt aimé à l'époque, et notamment parce que pour le coup, en tout cas dans mon souvenir, elle s'écartait pas mal de l'esthétique, clipesque, à mon goût insupportable, on va y revenir, si propre à Baz Luhrmann. Et donc, on pourra vérifier s'il est resté dans cette esthétique, mais je crois que oui, vu la bande-annonce. Dans son nouveau film, qui sort bientôt, qui est Elvis, un biopic, donc évidemment sur Elvis Presley. Le film va être présenté au Festival de Cannes, puis sortir fin juin, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Alors je voulais juste dire, sur un plan personnel, que Baz Luhrmann, c'est bizarrement un cinéaste dont j'aime vraiment totalement aucun film.
mais qui m'est sympathique, et je suis toujours curieuse de voir ce qu'il fait, c'est pour ça que j'irai voir avec plaisir Elvis. Je trouve qu'on sent sa sincérité et qu'il a de vraies propositions formelles, même si elles sont pas toujours convaincantes, on va y revenir. Moi, pour ma part, j'avoue que j'avais, plutôt aimé Gatsby dans mon souvenir et que je suis assez impatiente de découvrir cet Elvis, même si malheureusement, on va y revenir au revisionnage de Moulin Rouge, je n'ai pas été aussi conquise qu'Anna. Alors quelques mots tout d'abord du cast de ce film dont on va vous parler. Alors, dans le rôle de Satine, on a Nicole Kidman. À l'époque, elle avait tourné notamment dans deux films qui ont été assez marquants à la fin des années 90, Prêt à tout de Gus Van Sant, puis Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Et Moulin Rouge va marquer en quelque sorte sa consécration comme une des actrices les plus en vue d'Hollywood. Alors je ne vous ferai pas l'affront de citer les nombreux films pour lesquels Nicole Kidman est connue, mais rappelons qu'elle a joué dans des films musicaux ces dernières années, Nine de Rob Marshall de Triste Mémoire, et The Prom de Ryan Murphy dont on avait parlé dans un de nos épisodes bilan. De moins triste mémoire. Oui, c'était un peu mieux quand même. Et donc le rôle de Christian est lui tenu par Ewan McGregor, donc un acteur, américano-britannique, qui a été révélé dans les années 90, notamment par Danny Boyle, qui, l'a dirigé dans des films comme Petit meurtre entre amis en 94, Trainspotting en 96 et Une vie moins ordinaire en 97. Personnellement, je l'ai découvert en 97 dans ce film que j'adore, Little Voice, un film dont on aura peut-être l'occasion de parler un jour, un film de, Mark Herman. Mais, la consécration mondiale, on va dire, d'Ewan McGregor va surtout venir à partir du moment où il va jouer le rôle du jeune Obi-Wan Kenobi dans la prélogie Star Wars, donc les films qui sortent à partir de 99. J'avoue avoir un très gros faible pour ce comédien que j'aime beaucoup, déjà que je trouve très beau, et que je trouve souvent vraiment très très bon dans des films comme I Love You Philip Morris ou The Ghostwriter par exemple. Alors comme truc peu glorieux, mais bon c'est musical donc il fallait que je le mentionne, il joue Lumière dans le remake de 2017 de La Belle et la Bête. Moi aussi, c'est un acteur qui m'est, fort sympathique, même si je l'ai pas vu dans tant de films que ça. Apparemment, Leonardo DiCaprio aurait auditionné pour le rôle de Christian, mais, Baz Luhrmann, en bon ingrat, ne continue pas sa collaboration pour le moment avec lui. Bon, même s'il le retrouvera ensuite pour Gatsby. On peut noter donc que les 2 rôles principaux, Nicole Kidman et Ewan McGregor, ne sont pas doublés pour le film et assurent leurs propres chansons. Alors pour continuer sur le reste du casting, on a notamment Jim Broadbent dans le rôle de Harold Zidler, qui est le propriétaire du Moulin Rouge. C'est un acteur britannique qu'on voit dans beaucoup de films, et il a notamment incarné Horace Slughorn dans la saga Harry Potter, et il a reçu le BAFTA, donc les récompenses britanniques, du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film, pour Moulin Rouge. Dans le rôle du Duke, le duc qui est amoureux de Satine, on a Richard Roxburgh, je sais pas comment ça se prononce, un acteur australien qui pour le coup est un peu moins connu, mais qu'on va retrouver justement dans le film Elvis qui va sortir bientôt, il jouera le père de Elvis. Dans le rôle de Henri de Toulouse-Lautrec, on retrouve John Leguizamo. Donc c'est connu qu'Henri de Toulouse-Lautrec était très petit, il avait une maladie qui faisait qu'il mesurait seulement 1m50, donc il y avait forcément des effets pour le faire paraître très petit. Comme c'est le cas aussi de l'acteur José Ferrer dans le film de 52 Moulin Rouge. Alors John Leguizamo, il était dans Roméo plus Juliette, il jouait Tybalt. C'est un acteur que j'aime bien et qui prêtait aussi récemment sa voix à Bruno dans Encanto de Disney. Et dans le rôle de Nini, une danseuse du Moulin Rouge, donc qui fait partie de l'ensemble, on trouve Caroline O'Connor. Alors je ne le savais, pas du tout, hein, c'est toi qui me l'as appris, Tu l'as Anna, pas lorsqu'on reconnu? a non, je l'ai pas reconnue, je Non t'avoue mais que je moi l'ai non pas plus, reconnue. J'ai juste Parce qu'elle est quand regardé même la assez liste. grimée. Oui. Et donc Caroline O'Connor, hein, c'est une actrice anglo-australienne qu'on aime beaucoup. Moi, je l'avais vue dans On the Town, au Châtelet et dans Sweeney Todd, au Châtelet également. Et elle avait aussi incarné, Judy Garland dans la pièce controversée The End of the Rainbow. Donc j'étais assez contente de voir qu'elle était ici. Alors, avant de nous lancer dans l'analyse du film à proprement parler, faisons un petit point sur la sortie du film et sa réception, voilà, au moment où il est sorti, en 2001. Alors c'est un film qui est sorti, hein, donc sa première, projection a eu lieu en ouverture du Festival de Cannes 2001 et apparemment il y a fait sensation et de ce que j'ai lu, ça aurait été une des meilleures ouvertures de Cannes. Je pense qu'effectivement, le côté spectaculaire, paillettes, devait être assez, adapté au contexte. Après moi, je suis globalement assez étonnée pour, l'engouement général autour de ce film, j'y reviens. Alors, il a plutôt bien marché en France, avec presque 1,4 million de spectateurs, ce qui est pas mal.
Et aux États-Unis aussi, il a fait en tout 57 millions de dollars de recettes, ce qui est pas non plus énormissime, hein, mais à son échelle c'est bien. Il était 44e meilleur score au box-office de l'année. 180 millions de dollars au global pour un budget de 50 millions, c'est un film qui a plutôt bien marché et qui, par la suite, en plus, est resté dans les esprits. Alors si on revient un peu sur le contexte de ce début des années 2000, on peut peut-être dire, hein, rétrospectivement finalement, que c'est le début d'une certaine renaissance du film musical aux États-Unis, après les années 90 où le genre avait quasiment disparu, à l'exception bien sûr notable, des films d'animation de Disney et aussi de quelques, hommages ponctuels au genre. Je pense notamment à Tout le monde dit I love you de Woody Allen. Sans doute aussi que Moulin Rouge annonce Chicago, hein, de Ron Marshall qui sort l'année suivante. Peut-être que la bonne réception de Moulin Rouge a, convaincu les producteurs de se lancer dans l'adaptation. Quoique bon, bah, avec un Moulin Rouge qui sort en 2001, Chicago en 2002, on peut supposer que Chicago était déjà en tournage, hein, sinon, au moins en préparation lorsque Moulin Rouge sort. Mais bon, on peut se dire qu'il y a un contexte plus favorable pour les films musicaux, en ce début des années 2000. Hmm. Parce que donc, Moulin Rouge, on a dit que c'était des résultats au box-office, assez satisfaisants, hein, même très satisfaisants, mais aussi, un succès critique, hein, et de nombreuses récompenses. C'est un film qui va être nommé pour 6 Oscars, dont le meilleur film et la meilleure actrice pour Nicole Kidman. Il gagne, 2 de ces, 6 récompenses pour la meilleure direction artistique et la meilleure création de costumes. C'est le premier film musical qui est nommé pour l'Oscar du meilleur film en 10 ans, après La Belle et la Bête donc de Disney, de 1991. Le film reçoit aussi 3 Golden Globes, dont meilleur film musical ou comédie et meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, la fameuse catégorie bizarre, pour Nicole Kidman évidemment. Le film reçoit également plein de BAFTA, donc les récompenses du cinéma britannique, et le César du meilleur film étranger. Et en 2006, l'American Film Institute va classer Moulin Rouge à la 25e place des meilleures comédies musicales de tous les temps. À noter également qu'il y a un certain succès de la bande-son du film, une bande-son qui a certaines chansons interprétées par des artistes pop connus, et notamment le tube Lady Marmalade, une chanson des années 70 qui est ici reprise par Christina Aguilera, Mia, Pink et Lil Kim. D'ailleurs, c'est une version qui apparaît pas vraiment telle quelle dans le film. Mais voilà, ça a fait un gros tube, et d'ailleurs, je possédais le CD single à l'époque, alors que je n'avais pas encore vu le film, et j'ai énormément écouté ce morceau. Alors, quelques mots justement de notre rapport à ce film. Anna, peux-tu nous dire comment tu as découvert et apprécié pour la première fois Moulin Rouge? Alors justement, outre ces premiers contacts avec le film qui était le fameux single Lady Marmalade, j'ai pas vu le film à l'époque de sa sortie, et en réalité je l'ai vu en 2007, alors j'imagine en DVD, et à l'époque j'avais pas aimé, j'avais publié une critique bien négative, je l'ai retrouvée, sur C'est mon vrai? blog. Ah, j'allais te Ouais, dire, ouais. je veux lire cette critique! Ouais, je pourrais te l'envoyer parce que, en fait, on peut retrouver mon blog, tu sais, avec la Wayback Machine, là, pour retrouver les anciens sites internet qui n'existent plus. Donc j'ai retrouvé. D'accord, OK. Je sais pas si je la mettrai en accès public, mais je peux te l'envoyer. Ouais. En gros, je trouvais la mise en scène frénétique et tape à l'œil, ce qui est évidemment le cas, et je trouvais que tout faisait factice et qu'on n'y croyait pas. Alors j'avais clairement bien identifié les éléments du style Baz Luhrmann, mais je pense que depuis cette période, je me suis plutôt adoucie par rapport à cet avis-là, et que désormais je peux apprécier certains aspects de cette esthétique très particulière du cinéaste. Eh bien, moi aussi, donc je l'ai découvert, sur le tard, mais sans doute encore plus tard que toi. Je crois que je l'ai vu, ouais, il y a peut-être 10 ans, pour corriger, à vrai dire, des exposés d'étudiants, qui étaient sur ce film, donc j'ai regardé le film et j'avais pas du tout aimé. Vraiment précisément à cause de cette esthétique, frénétique, que je trouvais franchement laide et grotesque et malheureusement, en fait, en le revoyant à l'occasion de la préparation de cet épisode, eh bien, moi, je suis, totalement d'accord avec, petite Anna de 2007. Mon avis n'a pas tellement changé. Même s'il y a des moments que j'ai aimés, hein, bien sûr, dans le film, il y a des moments plaisants. Je trouve qu'il est quand même globalement un peu pénible à regarder et vraiment ce qui me frappe le plus, c'est que je suis vraiment et sincèrement surprise que ce soit un film que tant de gens aiment parce que je trouve qu'il est pas franchement aimable. Enfin, je l'imaginerais plus clivant que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je comprends bien qu'il y ait des gens qui aiment des choses que moi je n'aime pas, mais que ce soit si répandu, ça m'étonne. Je suis pas sûre, je pense qu'il est clivant quand même ce film, et que Baz Ouais. Luhrmann, de manière générale, est un cinéaste clivant.
Après, bon, ce film c'est particulier parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont une certaine nostalgie vis-à-vis de ce film, qui l'ont vu quand ils étaient ados, etc. Nous, toi comme moi, on l'a vu, on était déjà, on était déjà adultes. Par exemple, j'ai un ami, il va se reconnaître parce qu'il écoute tous les épisodes, qui m'a dit quand on a annoncé qu'on allait passer ce film au Cinéma Club, il a dit est-ce que j'ai vraiment envie de le revoir? Est-ce que je veux pas rester sur le souvenir que j'en ai eu quand je l'ai vu ado? Ouais. Et je trouve ça assez intéressant. Moi, je pense que ça va être une séance assez intéressante, en fait, surtout de discuter avec les gens, avec vous, si vous avez l'occasion de venir, de quel est leur regard sur le film, entre ceux qui l'ont vu à l'époque, ceux qui le découvrent là. Qu'est-ce que c'est que cette esthétique? Est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que ça a mal vieilli? Je m'en rends pas trop compte. Voilà, ce film a un statut très particulier que je pense intéressant d'analyser. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Justement, allons-y, lançons-nous. Parlons du style du film, dont on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il est particulier. Et notamment, évidemment, cette caractéristique qui est le montage qu'on va qualifier de frénétique, qui se rapproche de l'esthétique du clip, on va dire. Oui, moi, c'est le souvenir que j'en avais, évidemment, et c'est ce qui m'a frappée de prime abord, parce que je trouve qu'on commence très fort avec, ce montage hyper rapide, hyper, oui, comme tu dis, frénétique, ces gros plans sur les acteurs, quelque chose de très grimaçant, qui déborde d'effets spéciaux. Et ben, quand j'ai commencé le visionnage comme ça, je me suis dit que j'allais pas tenir longtemps. Et d'ailleurs, je t'ai dit, oui, mais ça se calme un peu, parce que ouais, je t'ai dit exactement ça parce que je trouve, c'est vrai que le début est un peu pénible, là je l'admets. Je trouve quand même que ça se calme un peu progressivement, et notamment dans la deuxième partie du film quand l'histoire va devenir un peu plus sombre. Et l'autre chose que je dirais par rapport à ça, même si c'est pas trop mon style, ce montage frénétique, je trouve que Baz Luhrmann le maîtrise pas trop mal, dans la mesure où, quand même, ce qui se passe dans l'histoire, l'image reste lisible. Malgré ce montage très cut, j'ai pas l'impression d'être perdu, ce qui est pas toujours le cas dans ces montages très clipesques où des fois je sais pas où je suis. Je trouve qu'il y a quand même une maîtrise de ce style qui est relativement notable. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui me déplaît un peu plus, et bon Fanny, t'es d'accord avec moi, c'est vraiment le côté beaucoup d'effets, quoi. Tu l'as dit par rapport aux effets spéciaux, de manière générale, les trucages numériques donc, et aussi énormément de ralentis, d'accélérés aussi. Et il y a aussi des effets sonores très notables, notamment des bruitages, des rajouts de trucs presque poète-poète, quoi, sur la bande-son du film. Ça, c'est des choses très très particulières. Des choses vraiment qui m'interrogent, en fait, j'arrive même pas à comprendre l'effet qui est recherché et en particulier dans ces, ralentis et accélérés qui interviennent, non seulement dans certains enfin la plupart du temps dans les numéros musicaux, mais aussi parfois dans des scènes de la diégèse et notamment une scène, je sais pas si tu te souviens, plutôt vers le début du film, au moment où, Satine et Christian commencent à, flirter ensemble et à, s'embrasser en secret, dans l'espèce de loge là du théâtre, juste, dans le dos, littéralement, du duc et ben, on a quelques moments d'accéléré et ralenti et je comprends pas en fait pourquoi il fait ça. Non mais c'est une question sérieuse, je vois pas ce qui est recherché comme effet sur le spectateur. Bref. Oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, c'est des choix esthétiques qui me parlent pas trop. De manière générale, j'ai écrit juste le mot kitsch sur le document. Je pense que voilà, on peut parler d'une esthétique kitsch, mais totalement voulue, hein. Mmh mh. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le côté grotesque, en fait. Je crois parce que ça me fait un peu peur comme esthétique, ça me met Mm. mal à l'aise, mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait, assumé et recherché dans l'esthétique grotesque en général. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas trop et en particulier dans le numéro, spectaculaire. Le numéro là où ils pitchent l'histoire qu'ils ont prévue, au duc, l'histoire de leur futur spectacle et il y a plein d'effets, bizarres dans ce numéro, des ralentis, des moments où les acteurs se figent et reprennent très vite, sur un espèce de French cancan, détourné. Ça, c'est un numéro qui m'a mis extrêmement mal à l'aise et j'arrive pas trop à analyser pourquoi, mais je sais mais voilà, tout ce que je voulais dire. Ok, c'est marrant. J'avoue que ça ne m'a pas fait cet effet-là, mais Donc si je me calfeutre, sous ma veste, lorsqu'on le voit au ciné-club, tu sauras pourquoi. C'est parce que je suis terrifiée. auditeurs et auditrices, si vous avez ce type de réaction à ce numéro, vous pouvez nous envoyer un témoignage. Pour que je me sente moins seule. Voilà. Alors, de manière générale, le film est dans une esthétique qu'on pourrait appeler postmoderne, donc il va jouer avec le genre,
s'amuser à réinterpréter des conventions, des choses connues du public. De manière générale, on est sur un film qui va être saturé de références. Oui, une grande partie du plaisir du film vient de la reconnaissance des morceaux qui sont réorchestrés et tirés de leur contexte originel. J'avais notamment oublié en fait, ou même pas vu lors de mon premier visionnage, toutes les blagues sur les paroles de chansons qui étaient incorporées à la diégèse. Notamment le numéro Like a Virgin commence d'abord comme, un dialogue et c'est ensuite Mm. qu'on bascule dans le numéro, mais ce sont d'abord les paroles de la chanson qu'on reconnaît au fur et à mesure qu'elles sont dites par l'acteur qui joue, le propriétaire du Moulin Rouge. Mais ça m'avait totalement échappé, j'ai l'impression, lors du premier visionnage. C'est un petit côté on connaît la chanson, je trouve, le film. Le truc qui joue avec, des références populaires communément partagées. Et de manière générale, ça, ce que tu dis là, ça participe, je trouve, du fait que les numéros sont très très intégrés à la narration et qu'il y a une continuité très forte entre le dialogue et les chansons, de la même manière qu'en fait dans l'histoire, le spectacle va se mêler à la vie. Et ça nous amène à la thématique du spectacle et de l'illusion qui est évidemment centrale dans le film. Oui, un thème globalement cher à la comédie musicale et peut-être au cinéma en général, hein, comment l'art imite la vie et vice versa. Donc le film va avoir une théâtralité totalement assumée dès le tout début en fait, même avant qu'il y ait la première scène, mais dès le logo du début, puisqu'on va avoir l'ouverture d'un rideau sur le fameux logo de la 20th Century Fox là. J'ai trouvé cette ouverture assez marrante, et d'autant qu'on reconnaît directement dans l'ouverture au sens musical, donc le medley de chansons, on reconnaît rapidement le Sound of Music, hein, qui est évidemment un des airs les plus connus. Je trouve que ça annonce direct le côté décalé du film. Pour continuer sur cette histoire de théâtre, alors évidemment ça se déroule dans l'univers du théâtre, mais je trouve la thématique est redoublée parce que les personnages eux-mêmes vont jouer des rôles, notamment Satine, qui doit faire croire au duc qu'elle l'aime et cacher sa relation avec Christian, et le fait aussi qu'on a un parallèle permanent entre la vie des personnages et ce qui se passe dans la pièce qu'ils vont jouer. C'est une chose qui culmine évidemment dans le final du film. Autre aspect totalement théâtral, c'est les décors en fait du film qui sont volontairement fake, hein. C'est-à-dire que clairement l'intérêt du film n'est pas waouh, incroyable reconstitution du Paris de la Belle Époque. C'est pas trop le projet en fait. C'est pas trop l'idée, hein. Bah, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est parce que c'est une réinterprétation très américaine du Paris de la Belle Époque. Ouais, mais en contraste, du coup, j'ai regardé rapidement le film de 52 de John Huston, où clairement, là, il y a une volonté de recréer Paris, etc. Baz Luhrmann, c'est pas son propos, quoi. Limite, je me disais, dans le tableau Toulouse-Lautrec de Un Américain à Paris de Minelli, qui est entièrement en carton-pâte, on est presque dans quelque chose d'un peu plus réaliste qu'ici. C'est pas faux. Alors, toujours sur cette histoire de théâtre, on est sur un film qui va s'inscrire dans le genre, on va dire entre guillemets, de la tragédie. Donc on a plein de conventions du genre, le coup de foudre instantané des héros, leur amour évidemment impossible, ce personnage de femme mourante, hein, puisque Satine est atteinte d'une maladie, qu'elle va mourir à la toute fin dans les bras de l'homme qu'elle aime, donc vraiment on est sur des tropes de tragédie, et même d'opéra, hein. Moi ça m'a fait penser pas mal à l'opéra de Puccini, La Bohème, avec ce personnage justement de courtisane malade. Enfin, c'est plutôt que ça m'a fait penser à Rent, la comédie musicale, et sachant que Rent est adapté de La Bohème, du coup j'y ai pensé. Et du coup, j'ai lu que Baz Luhrmann a mis en scène La Bohème à l'Opéra de Sydney en 93, donc tout se recoupe là pour le coup. On peut aussi voir des fortes similitudes avec l'opéra de Verdi, La Traviata, qui est lui-même inspiré du roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias. Donc, encore une fois, avec cette héroïne qui se meurt tragiquement. Mais malgré tout cet aspect très tragique, je trouve que le film ne se prend pas au sérieux, et c'est ça aussi que j'aime bien. Il y a présence d'humour et de burlesque tout au long du film, à travers notamment le personnage de Toulouse-Lautrec. Bon, je trouve pas ça forcément très drôle, mais ça désamorce le côté tragédie. Et il y a des choses vraiment très très surprenantes, comme le coup du pistolet à la fin, bon, c'est-à-dire quand le duc veut tuer Christian, mais que le pistolet part en l'air et vole dans la pièce. C'est complètement rocambolesque, et j'étais surprise d'un tel choix au sein d'une scène finale qui est censée être bouleversante, avec le couple qui se retrouve, etc., juste avant qu'elle meure. Et il y a cette espèce de truc complètement burlesque qui surgit, et je trouve ça assez intéressant. Oui, on va dire c'est un comic relief, peut-être dans un trop plein d'émotions, tu sais, il se dit ça serait trop, c'est peut-être un côté où il assume pas totalement l'émotion débordante et bim, il désamorce avec un truc, comique, je sais pas.
Ouais, c'est possible, ouais. Alors, et un autre élément que je voulais mettre en avant, c'est l'influence de l'esthétique des films de Bollywood, qui est vraiment notable. Alors, notamment, évidemment, le spectacle qui est joué par les personnages dans le film, est d'inspiration indienne. Il y a un personnage de Maharaja, un joueur de sitar, etc. Et donc, ça culmine dans le numéro Indie Sad Diamonds, donc qui est vers la fin du film, et qui va sampler notamment la chanson Shama Shama, qui vient du film indie China Gate. Mais je trouve que cette inspiration de l'esthétique Bollywood se retrouve très généralement dans l'esthétique du film dans son ensemble, en fait. Bah, apparemment, ça aurait été en assistant en Inde à une comédie musicale bollywoodienne que, Baz Luhrmann aurait eu l'idée de faire Moulin Rouge, hein, donc je pense que tu vois tout à fait juste et bah, effectivement, hein, on voit le côté, saturé, le côté, qui brille de mille feux. Bon, en tout cas, on peut remercier Baz Luhrmann de ne pas nous avoir fait un film de 4 heures, c'est déjà ça et de se contenter de 2h08. Pour conclure un peu mon avis, on va dire, sur l'esthétique du film, j'avais envie de dire qu'il y avait évidemment un côté un peu superficiel à cette histoire, malgré tout. C'est-à-dire que l'histoire d'amour, en fait, fondamentalement, elle est assez peu intéressante. Les personnages sont pas très creusés, c'est pas super émouvant, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas du tout un film qui me fait pleurer à la fin. Et il y a en quelque sorte l'idée que le fond, c'est-à-dire la profondeur des personnages, le propos, etc., disparaît un petit peu derrière cette forme très flamboyante. Mais j'ai l'impression que fondamentalement ça fait partie aussi du propos, c'est-à-dire l'idée que tout n'est qu'illusion, que les amours vont mourir et qu'en fait il ne restera que le spectacle de ces amours et la mise en scène encore est toujours répétée de ces amours-là. Et voilà, on rejoint ce qu'on disait sur l'esthétique postmoderne. Donc je pense qu'il y a quand même une espèce de cohérence du propos du film avec sa forme, quelle que soit la vie qu'on a sur cette forme. Mmh. Petit point quand même, parce que il faut qu'on rentre un peu dans les détails au niveau de la musique, bien évidemment, puisqu'on est sur une comédie musicale. Moulin Rouge, c'est un jukebox musical. Une comédie musicale qui va recycler un très large éventail de chansons existantes, hein, qui datent des années 40 aux années 2000 et des chansons qui sont, comme on l'a déjà dit, hein, réinterprétées et réorchestrées pour l'occasion. Alors du coup, les numéros vont être des reprises et parfois aussi des mash-ups de chansons pop célèbres de différentes périodes. Il y a quand même un accent sur les années 70-80, on va dire, hein, donc Elton John, Queen, Madonna, Police, U2, David Bowie, etc. Alors, je me permets de repréciser, hein, que le jukebox musical, c'est vraiment une tradition très courante et très établie de la comédie musicale depuis longtemps, parce que j'ai lu sur Wikipédia que c'était une nouveauté dans Moulin Rouge que de recycler des chansons existantes. Je me permets de Oui. corriger à l'oral. Non, hein, même les comédies musicales de l'époque classique, hein, les films des années 40 et des années 50 pouvaient en quelque sorte parfois être considérés comme des jukebox musicales puisqu'on y remettait des chansons que le public connaissait déjà parfaitement, hein, que ce soit le cas de, chansons d'un même auteur, comme dans le cas qu'on a plusieurs fois évoqué d'Un Américain à Paris, hein, qui est tout entière composée autour de standards connus de Gershwin ou de chansons de différents auteurs, hein. Mais bon, le jukebox musical, c'est une tradition tout à fait, canonique et ancienne de la comédie musicale, au cinéma comme sur scène. Et on l'a répété plein de fois, Chantons sous la pluie est un jukebox musical. Voilà. Juste pour lister un petit peu, il y a énormément de chansons qui sont reprises dans ce film. Simplement, peut-être les plus notables, on a des chansons qui sont extraites d'autres comédies musicales. Donc, comme tu l'as dit, on a vers le début The Sound of Music, qui revient plusieurs fois. On a Diamonds Are a Girl's Best Friend, chanson chantée par Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes. Il y a la chanson Nature Boy, qui est tirée du film des années 50 Le garçon aux cheveux verts de Joseph Losey, qui était chanté par Nat King Cole à l'origine, qui revient très régulièrement, avec notamment la phrase « The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return ». Voilà, c'est un peu la morale du film qui revient régulièrement à travers cette chanson. Autre chanson qui revient régulièrement, il y a Your Song, donc la chanson, très belle chanson d'amour d'Elton John, qui est ici la chanson d'amour de Christian à Satine, puis des deux l'un à l'autre, puisqu'il va y avoir des reprises. Alors ce qui est intéressant, tu l'as dit tout à l'heure Fanny, c'est que les chansons sont parfois, voire souvent reprises dans des styles différents de l'original, comme dans le célèbre tango Roxane, sur la chanson de Police, qui fait partie des numéros, je dirais, les plus connus du film. Un numéro que j'ai assez bien aimé. Pourtant, on va dire la scène est évidemment insoutenable, hein, puisqu'il s'agit d'un montage alterné entre le tango et une scène du duc qui, s'apprête à violer Satine.
Mais évidemment, on va dire la teneur dramatique du moment, n'en est qu'amplifiée avec ce montage sur cette danse particulièrement intense qu'est le tango. Le tango, hein, on a remarqué qu'il y avait quand même de temps en temps dans les comédies musicales des numéros de tango qui tirent soit vers le sensuel, soit vers le tragique, le lugubre. Bon, on avait dit ça sur, Jeanne, ouais. Ouais, Jeanne et Jeanne le et le garçon garçon formidable. formidable, ouais. Mm. Autre chanson qui est revisitée, c'est Like a Virgin, qui va être dans un style old school avec un chœur masculin. J'aime beaucoup ce numéro. Oui, ça fait clairement partie des numéros que je n'ai pas détestés. Avec un côté camp vraiment assumé, sans virer dans le grotesque justement. Avec ces chorus boys, qui dansent, ces plans zénithaux à la Berkeley, on fait clairement ici référence à la comédie musicale dans ce cas-là de plus délirant. Alors on a aussi plusieurs, donc on l'a dit, medley, dont le mashup Sparkling Diamond, qui va mélanger Diamonds Are a Girl's Best Friend, donc, et Material Girl, la chanson de Madonna. C'est un numéro vers le début qui marque l'apparition de Satine dans le Moulin Rouge, complètement bondé, avec pléthore de danseuses et d'hommes en costume 3 pièces qui sont autour d'elle, là. Ça rappelle évidemment le numéro d'origine de Marilyn Monroe, et aussi le clip de Material Girl de Madonna, qui reprenait lui-même le numéro de Marilyn. On est dans un truc méta de chez méta, là. Autre moment très célèbre, c'est le Elephant Love Medley. Un medley donc de différentes chansons d'amour, chantées, sur les toits par les 2 amoureux. Un numéro effectivement, plutôt plaisant, on va dire, pas désagréable, parce que ça fait partie, je pense aussi, de ces quelques numéros qui se calment un peu par rapport à la frénésie du début. Oui, effectivement. Alors, ça s'appelle Elephant Love Medley parce qu'en fait, ils sont juchés sur un espèce d'énorme éléphant, construction en forme d'éléphant. Je sais pas d'où ça vient, ce truc. Bah, c'est pas pour, le Maharaja? Il y a un éléphant? L'éléphant du Moulin Rouge, il a bel et bien existé. Je suis en train de faire une Ah! recherche Google en direct, hein. Lors de son ouverture, ce lieu extravagant où le tout Paris vient s'encanailler est doté d'une fête foraine, Ah, now we're talking! d'une scène de café-concert, d'un jardin dans lequel trône jusqu'en 1906 un gigantesque éléphant en plâtre. Excellent. Ah ouais, il y a des images, c'est incroyable. Waouh! On vous mettra ça, je vous mettrai les photos de l'éléphant du Moulin Rouge. Ok, donc là, pour une fois, référence historique exacte de la part de Baz Luhrmann. Alors moi je voulais citer encore quelques autres morceaux. J'aime bien le numéro The Show Must Go On, avec le propriétaire du Moulin Rouge qui marche dans les coulisses alors que la première du spectacle se prépare. On voit les couturières, les techniciens qui installent les lumières, etc. On voit Satine qui se prépare dans sa loge. Et voilà, évidemment ça renforce toujours ce thème de la théâtralité qui traverse le film. À noter qu'il y a une chanson originale, c'est Come What May, donc le duo amoureux, qui est une chanson originellement écrite pour Roméo plus Juliette, qui était évidemment une autre histoire d'amour impossible. Et dans le film, évidemment, donc toujours le côté méta, le spectacle reflète la vie, machin, elle est écrite par le personnage de Christian pour le spectacle qu'ils vont jouer, et à la fin, Satine la rechante alors que Christian s'apprête à quitter le théâtre tout penaud. Et en revoyant la scène, je me suis dit que ça ressemble un peu au final de Chantons sous la pluie. Lorsque Cathy fuit le théâtre en larmes et qu'il lui chante You Are My Lucky Star, je sais pas si c'est une référence directe, mais c'est très possible, en tout cas ça y ressemble. Bien vu, j'avoue. Et alors je voulais dire 2 derniers éléments sur la musique. Je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi Fanny, que c'est un exemple de cas où utiliser de la musique contemporaine dans un film d'époque fonctionne bien. Par rapport à ce qu'on a dit déjà sur notamment The Greatest Showman ou sur Cyrano, je trouve que là, pour le coup, on n'a pas de souci avec ça, à cause justement de l'artificialité complètement assumée du film, et d'un certain second degré en réalité. Oui, et puis, pour le coup, les chansons sont plutôt bien choisies. On n'a pas cet effet de mixage bizarre des chansons qu'on avait entendues dans Cyrano. Donc, je suis d'accord que tous les numéros, en plus, comme ils soignent bien l'intégration, c'est pas quelque chose qui choque le caractère contemporain de la musique. Et enfin, je voulais simplement dire que Moulin Rouge, on va dire, s'inscrit dans un certain nombre de conventions de la comédie musicale, et notamment le fait que plusieurs mélodies soient reprises tout au long du film. On a notamment les chansons Nature Boy, Your Song ou encore Come What May qui reviennent plusieurs fois au fil de l'histoire et qui peuvent éventuellement changer d'interprète, changer de sens au fur et à mesure que l'histoire avance. Et on a aussi, autre convention du genre, la présence, on n'a pas mentionné, d'une I Want Song, où le personnage de Satine va exprimer son désir de s'enfuir. Cette chanson, c'est One Day I'll Fly Away. Alors à présent, on peut peut-être dire quelques mots de l'influence que ce film a eu sur on va dire, la postérité du film musical.
Ouais, comme on a dit tout à l'heure, ça a, à mon avis, fortement contribué à relancer la comédie musicale dans les années 2000. Donc, Chicago a embrayé juste après. Chicago, film qui a obtenu plein d'Oscars. Et ensuite, d'autres adaptations de Broadway, ce qui n'est pas le cas de Moulin Rouge, évidemment, qui, elles, se déroulent dans l'univers du spectacle, comme Phantom of the Opera, The Producers, Dreamgirls, donc des films inégalement réussis, mais qui, je trouve, doivent peut-être au succès de Moulin Rouge, puis de Chicago, début des années 2000. Et alors, sur le plan esthétique, est-ce que ce film n'aurait pas lancé la mode du montage frénétique, justement, dans les comédies musicales, qui survit encore aujourd'hui, notamment, on l'a déjà dit plusieurs fois, dans les films de danse? Bah, il me semble qu'en effet, hein, ça a pu en tout cas entériner l'idée selon laquelle pour se moderniser, le genre devrait forcément s'hybrider avec une esthétique un peu clipesque, ben, pour le coup, très marquée années 90-2000. Donc oui, je pense que ça a contribué à enraciner ça comme une convention de ce nouveau genre, musical. Et pour finir, quand on parle de l'influence de quelque chose, il faut toujours qu'on dise que ça a été repris dans Glee, parce que ça, c'est vraiment le signe qu'on fait partie de la pop culture, c'est quand on est repris dans Glee. 2 chansons de Moulin Rouge sont reprises dans un épisode de la saison 4, un épisode dont le thème est les chansons de films. Et ces chansons, ce sont Come What May, qui est chanté par Kurt et Blaine, et le mashup Diamonds Are a Girl's Boyfriend, Material Girl, qui est repris par les filles de New Directions, notamment Unique et Marley. Moi, j'avoue avoir honte de ne pas avoir vu que dans Glee, la référence était d'abord à Moulin Rouge, hein, parce que j'ai écrit quelques lignes sur ce mashup et j'avais totalement omis la référence à Moulin Rouge. Honte sur moi. Je fais un mea culpa public à la communauté universitaire. Ce qui est étonnant, c'est que l'esthétique du numéro d'Angly reprend beaucoup plus celle de Marilyn et de Madonna que celle de Moulin Rouge, bien Oui, que la reprise soit une reprise du film Moulin Rouge. du mashup, ouais. Oui, parce qu'on reste sur quelque chose de relativement classique, en fait, dans Glee, où elles refont la choré de Marilyn. Mm. Et signe que c'est un film qui a marqué, hein, et encore une fois un film qui a eu du succès, c'est un film qu'on a eu l'ambition donc d'adapter sur scène. Moulin Rouge est à présent, comme on dit, a Broadway musical. Alors, à savoir que Ballroom Dancing, donc le premier film de danse de Baz Luhrmann, avait déjà été adapté en comédie musicale à Sydney en 2014, puis c'était joué notamment sur le West End, mais voilà, Moulin Rouge, lui, va avoir droit au traitement en mode full Broadway, quoi. En fait, apparemment, dès le tout début, hein, dès novembre 2002, donc 1 an après la sortie du film, Luhrmann avait indiqué qu'il avait l'ambition d'adapter Moulin Rouge en comédie musicale scénique. En 2008, il y aurait même eu une adaptation, allemande C'est fou. intitulée La Belle Bizarre du Moulin Rouge, qui a fait donc une tournée allemande. Mais bon, c'est donc en 2019, donc un peu moins de 20 ans après le film, qu'on va avoir donc une adaptation en comédie musicale pour Broadway, une pièce qui a ouvert en juillet 2019 au Al Hirschfeld Theater. Une pièce qui est menée par 2 grandes stars de Broadway, hein, Karen Olivo, qu'on a vu dans In the Heights, qu'on a vu aussi dans le revival de West Side Story, dans Hamilton, donc qui joue le rôle de Satine, et Aaron Tveit qui joue le rôle de Christian. Donc lui, on l'a vu dans plein de trucs, hein, c'est vraiment une star de Broadway, mais récemment, on l'a notamment vu dans Schmigadoon ou un peu moins récemment dans le film Les Mises. Dans le rôle de Zidler, on a Danny Burstein, qui est un acteur qui a quand même été nommé 7 fois au Tony dans sa carrière. Moulin Rouge a eu quand même un total de 14 nominations au Tony Award 2021 et 10 récompenses, dont meilleure comédie musicale. Mais il faut préciser que c'est une année, donc 2021, où, à cause de la crise sanitaire, il y avait seulement 3 nouvelles comédies musicales éligibles, donc on va dire que ça augmente les Ah chances... oui, c'est vrai. Oui. Et notamment, le truc très drôle, c'était que Aaron Tveit avait remporté le prix de meilleur acteur dans une catégorie où il était le seul nommé, donc c'est assez drôle quand même. À gagner sans péril, en triomphe sans Voilà. gloire. Je trouve que ça ne préjuge pas vraiment de savoir si c'est une excellente comédie musicale, mais je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas vue, j'ai simplement vu des extraits, ça a l'air très, très chouette, hein. Le numéro qu'ils ont fait plusieurs fois, notamment au Olivier Award, c'est le numéro Lady Marmelade, qui est un peu l'entrée, l'arrivée au Moulin Rouge, animé par justement le personnage de Zidler. C'est arrivé sur le West End en 2021 et ça a été nommé à 5 Olivier Awards et ça en a remporté un pour les meilleurs costumes. Moi, j'avoue que ça fait un petit peu envie parce que Mm. bon, tu dis évidemment le sujet, se prête bien, l'atmosphère se prête bien à Ouais. quelque chose de très spectaculaire.
Et au théâtre, on est tranquille, on est débarrassé des effets frénétiques de la caméra, alors pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut pas faire des cuts incessants au théâtre. C'est un long plan séquence, une pièce de théâtre, c'est ça qui est bien. Alors en termes de musique, donc on a toujours, hein, évidemment quelques réadaptations entre l'écran et la scène. Ici, on a quelques chansons de l'œuvre originale qui ont été retirées et notamment le morceau, One Day I Fly Away et d'autres qui ont été ajoutées pour la version scénique. Oui, puisque la pièce a ouvert presque 20 ans après le film, donc il fallait une certaine mise à jour, on va dire, et donc il y a ajout de pas mal de chansons, notamment des chansons plus récentes en fait. Il y a Mmh. notamment Firework de Katy Perry, Bad Romance de Lady Gaga, ou encore Chandelier de Sia. Et on a reprise et développement de l'idée de mash-up. Il y a encore plus de mash-up, j'ai l'impression, dans la pièce. Le numéro, tu mentionnais ce numéro qui existe déjà dans le film, hein, où les personnages improvisent l'histoire du spectacle qu'ils veulent monter pour convaincre le duc de les produire, est un peu développé, et c'est amusant parce que ça utilise des morceaux français. Il y a 2 chansons d'Edith Piaf, Edith Piaf qui a notamment chanté au Moulin Rouge. Il y a la chanson le Carmen de Bizet, là, L'amour est un oiseau rebelle. J'ai bien aimé on va dire ce développement de ce numéro qui s'appelle The Pitch. Et ce qui est aussi très chouette et développé, c'est le Elephant Love Medley, qui est augmenté de plusieurs chansons, et j'adore, j'écoute vraiment très souvent cette version de Broadway. Je vous encourage, faute de pouvoir aller voir la pièce sur le West End, vous pouvez écouter la bande-son qui est plutôt sympa. Voilà donc tout ce qu'on voulait vous dire sur Moulin Rouge. Et donc, si vous souhaitez revoir le film, nous vous proposons de vous joindre à nous donc le dimanche 15 mai à 17h au cinéma L'Archipel à Paris pour bah voilà, revoir sur grand écran ce film, on va dire marquant pour une génération de spectateurs et aussi pour tous les autres. Et surtout discuter avec Mm. nous, hein, de votre rapport au film, de votre ressenti après l'avoir revu sur grand écran, sur combien le numéro spectaculaire est terrifiant et pourquoi est-ce que vous aimez Moulin Rouge, et vous pourrez sans doute me convaincre, hein. Je suis sans doute pas si aussi le film, enfin je suis sans doute facilement convaincable, hein, mais vraiment là, bon, je vais le revoir une 3e fois avec vous. Allez, j'avais dit à Anna: «Non, on va boire des pots». Non, je serai là, fidèle au poste, et je regarderai, je m'infligerai pour vous une 3e fois à Moulin Rouge. Ah mais ça va être insupportable, je m'assois pas à côté de toi pendant le film par contre, hein. Non mais ça va être franchement très intéressant, je pense, d'en Ouais. discuter. Même si Fanny n'a à nouveau pas aimé, c'est pas grave, ça sera très intéressant de discuter du film, et j'espère qu'il y aura du monde parce que ça peut vraiment être une super séance. Mmh. Eh bien, on a hâte de vous retrouver à cette occasion, pour ceux qui peuvent, et pour les autres, n'hésitez pas à nous dire, hein, sur les réseaux, hein, ce que vous en avez Ouais, pensé, votre rapport au film, et tout et tout. et à nous mettre des étoiles aussi. Ah oui, et mettez-nous des étoiles, des likes, du cœur, de l'amour, tout ça. On en a On besoin aime ça. en ce moment. C'est clair. Bon, eh bien, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le 15 mai, ou alors, une prochaine fois, dans 3 semaines à peu près, pour un nouvel épisode de All That Jazz. À très bientôt! Salut!